Bonjour, bienvenue dans cette première capsule vidéo qui porte sur les forces et les mouvements dans le sport. Tout au long de cette vidéo, vous pourrez prendre en note les informations qui vous sembleront utiles pour la suite du cours. Après l'écoute de cette capsule, un court questionnaire vous sera proposé pour vérifier votre compréhension. N'hésitez donc pas à mettre pause lorsque vous le souhaiterez. Cette vidéo est organisée en 3 parties qui nous permettront de répondre à 3 questions portant sur les forces et les mouvements. Dans la première partie, nous aborderons les notions utiles pour décrire un mouvement, nous parlerons également du chronométrage et de l'utilité de sa précision dans les compétitions sportives. La deuxième partie nous permettra de voir ce qu'est une action mécanique et comment la modélise-t-on en physique. Et enfin, la dernière partie nous permettra de faire le lien entre les forces qui s'exercent sur un objet et l'influence qu'elles ont sur son mouvement. C'est dans cette partie que nous aborderons le principe d'inertie. Pour commencer, il est nécessaire pour décrire un mouvement de préciser 2 objets, le système et le référentiel. Le système est le corps dont on étudie le mouvement, tandis que le référentiel est l'objet de référence par rapport auquel le mouvement est étudié. Je vous rappelle que le mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Rappelez-vous, dans le thème sur l'univers, nous avons vu que le mouvement de la planète Mars n'était pas le même selon le référentiel. Il était circulaire uniforme dans le référentiel héliocentrique et curviligne dans le référentiel géocentrique. Prenons un exemple. Voici une photographie d'une cavalière lors d'une compétition de saut d'obstacles. Dans cette situation, le système est la cavalière, tandis que le référentiel d'étude est le référentiel terrestre. Dans le domaine du sport, la plupart des mouvements sont étudiés dans le référentiel terrestre. Notez également qu'au lycée, l'étude d'un mouvement qui est généralement complexe se limitera à un seul point de l'objet, le plus souvent son centre de gravité. Pour pouvoir décrire le mouvement d'un système, il est nécessaire d'avoir 2 informations. La première portant sur la trajectoire du système et l'autre sur l'évolution de la valeur de sa vitesse. La trajectoire est l'ensemble des positions du système au cours du mouvement. Si l'ensemble des points forme une droite, on dira que la trajectoire est rectiligne. Si l'ensemble des points forme une courbe quelconque, on dira que la trajectoire est curviligne. Et enfin, on parlera de trajectoire circulaire si l'ensemble des points forme un cercle. La deuxième information à connaître pour décrire le mouvement concerne l'évolution de la valeur de la vitesse du système. Dans un référentiel donné, la valeur v de la vitesse d'un point d'un système est égale au rapport de la distance parcourue d par la durée de parcours ΔT. Si la valeur de la vitesse du point augmente, on dira que la vitesse est accélérée. Si cette valeur diminue, on dira que la vitesse du mouvement est décélérée ou ralentie. Et enfin, si la valeur de la vitesse est constante, la vitesse du mouvement sera dite uniforme. Pour étudier l'évolution de la valeur de la vitesse, on peut utiliser une chronophotographie, ou, tout simplement, repérer les positions successives d'un point du système au cours du mouvement. La chronophotographie est un montage résultant de la superposition de plusieurs photographies du même plan, prises au même endroit, à intervalles de temps de même durée. Voici un exemple d'une chronophotographie lors du mouvement d'une gymnaste. Sur cette deuxième photographie, on a choisi de représenter uniquement le centre de la roue avant du vélo par des points jaunes pris à intervalles de temps réguliers. Prenons quelques exemples. Le premier exemple est l'étude d'un mouvement d'un surfeur. Sur cette photographie, la position d'un point de la planche de surf est repérée à intervalles de temps réguliers. On se place bien sûr dans le référentiel terrestre. Sur cette photographie, on voit nettement que la distance parcourue pendant ces intervalles de temps est identique. Par définition, la vitesse est donc uniforme. De plus, on remarque que l'ensemble des positions de la planche de surf forme une droite. La trajectoire est donc rectiligne. On dira donc que le mouvement du surfeur dans le référentiel terrestre est rectiligne, uniforme. Sur ce deuxième exemple, on est toujours dans le référentiel terrestre, mais cette fois-ci, un skieur descend une pente. Comme tout à l'heure, la trajectoire est rectiligne car l'ensemble des points qui repèrent la position de la roue avant du ski gauche forment une droite. Par contre, on remarque que l'espace entre les points, qui sont enregistrés à intervalles de temps réguliers, augmente. Le skieur parcourt donc une distance de plus en plus grande pendant des durées égales. La valeur de la vitesse du mouvement augmente. On dira donc que dans le référentiel terrestre, le mouvement du skieur est rectiligne accéléré.
Pour finir, essayez par vous-même de décrire le mouvement du ballon dans le référentiel terrestre. N'hésitez pas à mettre pause si nécessaire. Sur cette photographie, le mouvement du ballon dans le référentiel terrestre est rectiligne, ralenti ou décéléré. L'espace entre les points roses qui repèrent la position du ballon à intervalles de temps t réguliers diminue. La distance parcourue durant ces intervalles de temps diminue. Donc la vitesse est décélérée. Parlons maintenant de chronométrage. La plupart des compétitions sportives nécessitent la mesure d'une durée. Dans les années 1950, les premières compétitions sportives étaient chronométrées manuellement à l'aide de chronographes à aiguille. Cette méthode permettait d'obtenir une précision au dixième de seconde. Cependant, avec l'évolution des techniques, les chronométrages des mesures de durée sont de plus en plus précis. Cette précision est bien entendu différente selon les disciplines sportives. Dans les compétitions de natation, les durées sont chronométrées au centième de seconde, alors que pour les compétitions de cyclisme, la précision des mesures de durée s'effectue au millième de seconde. Une remarque. Dans certaines compétitions sportives, on parle de temps réalisé pour une épreuve au lieu de la durée. Une durée est un intervalle de temps, c'est pour cela qu'elle est notée delta t et non t. Prenons un exemple, celui d'une mi-temps au football. Si la première mi-temps commence à l'instant t1 égale 20h et se termine à l'instant t2 égale 20h45, où t1 et t2 sont fixes, alors la durée de la mi-temps est delta t égale t2 moins t1, c'est-à-dire 20h45 moins 20h, soit une durée totale pour la première mi-temps de 45 minutes. Passons maintenant à la deuxième question de notre capsule sur les forces et le mouvement dans le sport. Comment modéliser une action mécanique? Pour étudier le mouvement d'un système, il faut prendre en compte les actions mécaniques qui s'exercent sur lui. Pour faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur le système, on peut utiliser un diagramme objet-action. Prenons un exemple, un revers au tennis dans le référentiel terrestre. Dans cet exemple, le système est la balle et les objets en interaction avec le système sont la raquette et la terre. De cet inventaire des objets intervenant dans l'étude du mouvement de la balle, on peut faire la liste des actions mécaniques qui s'exercent sur notre système, c'est-à-dire sur la balle. L'action de la raquette sur la balle, notée F de R sur B, et l'action de la terre sur la balle, notée F de T sur B. On remarque que comme l'action de la raquette sur la balle est une action de contact, c'est-à-dire qu'elle s'effectue au moment où la balle touche la raquette, celle-ci est représentée par une flèche en trait-plein. A contrario, l'action de la terre sur la balle est une action à distance, celle-ci est donc repérée par une flèche en pointillé. Pour simplifier l'étude de ce mouvement, l'action de l'air sur la balle, aussi appelée frottement, sera considérée comme négligeable devant les autres actions mécaniques. En physique, on modélise une action mécanique par une force. Une force est caractérisée par une direction, un sens et une valeur exprimée en newton de symbole n. Pour schématiser une force, on utilise un segment fléché appelé vecteur. Ce vecteur permet de schématiser la direction, le sens et la valeur de la force. Comme on l'a vu précédemment, on cherche en seconde à étudier le mouvement d'un système en le modélisant par un seul de ses points, le plus souvent son centre de gravité. Dans ce cas, tous les vecteurs schématisant les forces qui s'exercent sur l'objet sont représentés conventionnellement à partir de ce point. Ce point est appelé le point d'application. Revenons à notre exemple de revers au tennis. Le vecteur f de t sur b schématise la force qu'exerce la Terre sur la balle. L'origine du vecteur, point d'application de la force, est placée au centre de la balle et la longueur du vecteur est proportionnelle à sa valeur. La force F de t sur b est assimilable au poids de la balle, elle est donc verticale, orientée vers le bas et a pour valeur P égale mg. Le vecteur F de R sur B schématise la force qu'exerce la raquette sur la balle tant que cette dernière est à son contact. Attention, il ne faut pas confondre le schéma des actions mécaniques qui s'exercent sur la balle avec le diagramme objet-action. Nous avons donc vu dans les deux premières parties de cette capsule vidéo comment décrire un mouvement et qu'une force permet de modéliser une action mécanique. Il est temps maintenant de faire le lien entre force et mouvement. Pour commencer, il est nécessaire d'aborder la première loi de Newton, aussi appelée principe d'inertie. Cette première loi nous dit que
Un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si et seulement si les forces qui s'exercent sur lui se compensent ou s'il n'est soumis à aucune force. Prenons un exemple pour expliquer cela. Imaginons dans le référentiel terrestre une boule de bowling dans sa course vers les quilles en bout de piste. Notre système ici est la boule et les actions mécaniques qui s'exercent sur l'objet résultent de l'action de la piste sur la boule et de la terre sur la boule. Dans un référentiel terrestre, le centre de la boule peut avoir un mouvement rectiligne uniforme une fois qu'elle a quitté la main du joueur. D'après le principe d'inertie, la boule est alors soumise à des forces qui se compensent. La boule est soumise à la force exercée par la Terre, F de t sur B, qui correspond à son poids. Comme les forces qui s'exercent sur la boule se compensent, elle est soumise à une force exercée par la piste, F de P sur B. Cette force est verticale, de même valeur et de sens opposé au poids. Voyons maintenant quels sont les effets d'une force sur un mouvement. Il y a trois possibilités. L'action d'une force sur un système peut soit mettre en mouvement le système, par exemple ici, la force exercée par les 4 bobeurs met en mouvement le bobsleigh. L'action d'une force peut aussi modifier le mouvement du système, par exemple ici, la force exercée par le filin sur la skieuse modifie sa trajectoire et la valeur de sa vitesse. Et enfin, une force peut arrêter le mouvement d'un système. Le ballon ici est stoppé par la force exercée par les mains du gardien. Notez que l'effet de cette force qui modifie le mouvement du système est d'autant plus important que sa masse est faible. Ça sera beaucoup plus facile pour le gardien d'arrêter un ballon de foot qu'une voiture à la mètre vitesse et fonçant sur lui. Voilà pour cette première capsule vidéo. Vous pouvez donc maintenant compléter le questionnaire qui s'y rapporte. N'hésitez pas à la visualiser de nouveau si vous en avez besoin.